1933. Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste, est élu chancelier. Ses discours haineux trouvent un large écho dans la population allemande. Il promet de venger l'Allemagne de l'humiliation du traité de Versailles et de rendre la grandeur à son pays. Déjà en 1933, Hitler annonce aux généraux: maintenant, nous allons reconstruire notre armée pour conquérir des territoires que nous allons germaniser. Et tout cela, nous allons le faire rapidement. Il est évident qu'il prépare une offensive. Les usines d'armement allemandes tournent alors à plein régime. Grâce à la coopération secrète avec l'armée rouge, tout est en place. En 1934, 800 nouveaux chars du type Panzer I sortent des usines. L'armée française, la plus moderne en 1918, a pris un retard inquiétant. On n'a rien de nouveau, quoi. À part le fusil mitrailleur 1924, modifié 1929, qui est la seule arme nouvelle qui apparaît à ce moment-là, il y a quasiment rien, quoi. Pendant qu'on construit les Maginot, on ne construit pas de chars, pour simplifier. Je crois qu'on en construit 3 en 1934. Face à une Allemagne qui se réarme, le gouvernement français réagit. C'est avec un retard de 10 ans que la production de nouveaux chars et d'avions est finalement lancée. Trop peu, et surtout trop tard, car Hitler prévoit déjà son prochain coup. « 8 mars 1938, les troupes de la Wehrmacht occupent la Rhénanie. C'est une région frontalière de la France, démilitarisée et sous mandat international depuis la fin de la guerre. En violation du traité de Versailles, Hitler provoque ouvertement la France. La France en particulier, qui est directement menacée, ne fait absolument rien. Gamelin dit, mais écoutez, moi je ne peux rien faire avant 2 mois de mobilisation. Donc là, on se retrouve en flagrant délit de faiblesse. Pour Hitler, l'absence de réaction française est lourde de sens. Elle lui montre que la voie est libre pour ses projets militaires. Faire la guerre à l'Est afin de gagner de l'espace vital pour le peuple allemand. Mais il doit s'assurer que la France ne viendra pas contrecarrer ses projets. Le traumatisme allemand a toujours été la guerre des 2 fronts. Les Allemands savaient qu'en commençant une guerre à l'Est, ils devraient affronter les Français et les Britanniques à l'Ouest. Et c'est un problème depuis toujours. Alors, pour passer à l'acte, il lui reste encore une chose à faire. Construire sa propre ligne de défense à la frontière occidentale de l'Allemagne. L'approche est à l'opposé de la ligne Maginot. Au lieu de protéger les frontières pour préserver la paix, les fortifications d'Hitler doivent contribuer à préparer la guerre. À partir de 1938, le Führer lance le plus grand chantier que l'Allemagne ait jamais vu. Le projet est ambitieux, avec de grands ouvrages et des couloirs souterrains. Il doit égaler la ligne Maginot. Mais quand les ingénieurs présentent les plans à Hitler, c'est la déception. Les spécialistes allemands des fortifications avaient mis en place un concept très complexe. Sauf qu'avec les moyens techniques de l'époque, ce système n'aurait jamais pu être construit avant 1952. Et ça, c'était trop tard pour Hitler. Hitler donne des nouvelles échéances. Construire plus de 10 000 bunkers en à peine 4 mois. Pour accélérer la cadence, il charge l'ingénieur du Reich, Fritz Todt, de ce chantier. Todt vient de terminer un autre grand projet, celui des autoroutes du Reich. C'est l'homme de la situation. Et pour aller plus vite, on revoit tout le concept de la ligne. À partir de ce moment-là, on construit des bunkers comme des maisons en kit. On conçoit beaucoup d'éléments standardisés qui peuvent être utilisés pour plein de modèles de bunkers différents. On essaie de rationaliser la construction pour gagner du temps. Et on simplifie au fur et à mesure, ce qui aura une incidence sur la qualité des bunkers. On réduit notamment l'épaisseur des murs en béton. Ils ont fait tout un catalogue qu'on appelle les Regelbauten, les constructions régulées. Donc ils avaient un catalogue avec la petite casemate, la grosse casemate, l'abri d'infirmerie, etc. Et en fonction du besoin, donc les militaires installés disaient bon, il me faut une mitrailleuse à cet endroit, il me faut un canon à cet endroit. Donc on sortait le plan tout fait du Regelbauten allemand et ils fabriquaient, c'était déjà du standard. Un exemple type de bunker de la ligne Siegfried est le Regelbau 10. C'est un abri pour 15 soldats équipé de 2 créneaux pour mitraillettes.
L'épaisseur de ces murs ne dépasse pas 150 cm. Avec 3400 exemplaires, c'est le bunker le plus souvent construit sur la ligne de défense allemande. Passionné par les travaux, le Führer s'implique personnellement dans la conception de sa fortification et apporte des corrections, notamment sur le Regelbau 10. Hitler s'est basé sur sa propre expérience de soldat de la Première Guerre mondiale. Et il a dit, quand un soldat se présente devant ce type de bunker et qu'il se retrouve à devoir frapper aux portes sous le feu ennemi, c'est dangereux pour lui. Alors, il a fait rajouter un sas devant les portes d'entrée pour permettre aux soldats de s'abriter avant de frapper à la porte. Comme les Français, les Allemands vont fortifier les régions les plus vulnérables. Mais ils vont aussi se servir d'obstacles naturels, comme des rivières ou des collines, pour les intégrer dans leur dispositif de défense. Les moyens mis en œuvre sont énormes. En tout, 3,5 millions de tonnes de béton, 7 millions de tonnes de sable et de gravier, plus d'1 million de tonnes de ciment. La quantité de fer utilisée pour fabriquer les tiges des défenses anti-chars s'élève encore à 700 000 tonnes. Le chantier mis en place tout le long de la frontière est gigantesque. Près de 500 000 hommes, réquisitionnés dans toute l'Allemagne, travaillent en même temps pour construire 17 000 bunkers en un temps record. Mais attention, quand on parle de 17 000 bunkers, ce n'est pas 17 000 fois le fort de Hackenberg ou de Schönenburg. Ce sont pour la grande majorité des coupoles de béton ou d'acier dans lesquelles on avait un seul soldat en observation, parfois armé d'une mitraillette. Ensuite, vous avez quelques bunkers plus grands, pour 5, 8 ou 12 hommes. Et même les grands ouvrages, comparables à ceux de la ligne Maginot, qui devaient être construits au départ, étaient très peu nombreux. 17 000 petits bunkers qui s'égrènent tout le long de la frontière pour la ligne Siegfried, contre 4 500 ouvrages, petits, moyens et grands pour la ligne Maginot. Le nombre de constructions n'est pas la seule différence qui oppose les systèmes de défense. La ligne Maginot, construite dans les années 30, c'est la haute technologie de son époque. Dans les bunkers de la ligne Siegfried, en revanche, vous avez un système d'aération manuel, un téléphone installé au mur et de temps en temps un chauffage. En termes de technologie, c'est tout. L'électricité est rarissime et dans les bunkers allemands, on s'éclaire aux lampes à huile. La simplicité des bunkers présente tout de même un avantage. Elle ne nécessite pas des soldats ultra spécialisés comme ceux employés sur la ligne Maginot. Dans les bunkers allemands, on pouvait poster les soldats réguliers de la Wehrmacht. Ils s'y installaient, munis de leurs mitraillettes et grenades. Les consignes étaient inscrites sur les murs, comme par exemple « Éteignez la lumière avant d'ouvrir le créneau ». Et ces mêmes soldats pouvaient tout aussi bien quitter les abris, armes à la main, pour passer à l'attaque. Les bunkers n'étaient qu'une étape dans la bataille. C'est une question de stratégie. L'Allemagne veut réviser la défaite de la Première Guerre mondiale, alors que la France veut préserver les acquis de sa victoire. Donc, bien sûr, la France souhaite littéralement emmurer ses acquis, alors que les Allemands savent qu'ils doivent passer à l'offensive pour changer les choses. Protection contre sacrifice, mobilité contre immobilisme. La conception des deux lignes de défense exprime toute la différence entre les doctrines militaires allemandes et françaises. Mais grâce à sa machine de propagande, le régime nazi saura donner l'avantage à sa ligne Siegfried. Avec joie et fierté, les ouvriers saluent leur Führer lors d'une de ses nombreuses visites sur le chantier de la ligne Siegfried. Le Führer sait que ces bunkers ne peuvent rivaliser avec les gros ouvrages de la ligne Maginot. Mais peu importe, il suffit de le faire croire.
Le chantier de sa ligne devient alors le décor d'un des plus grands films de propagande jamais tournés par le régime nazi. Objectif, faire croire à l'existence de véritables forteresses. Et tous les moyens sont bons pour convaincre. Le fait de présenter la ligne Siegfried comme une fortification gigantesque est sûrement la plus grande tricherie du film. Dans toute une série de séquences, on voit d'abord les architectes militaires qui déterminent l'emplacement du bunker. On fixe un panneau qui annonce la construction, et puis à la fin, on voit des colonnes de soldats qui entrent dans un gigantesque bunker appelé numéro 1238. Sauf que le bâtiment qu'on voit est en réalité situé sur la frontière orientale. On a filmé ce bunker pour faire croire qu'il faisait partie de la ligne Siegfried. C'est une mise en scène parfaite pour suggérer que quelque chose de semblable à la ligne Maginot est en train d'être construit. Montrer la puissance militaire du Reich tout en rassurant ses voisins européens sur ses intentions pacifiques. Le berger qui balade ses moutons entre les dents de dragon est la synthèse du double message que le Führer veut faire passer. Diffusé dans tous les cinémas allemands, le film est aussi traduit en 14 langues et distribué dans le monde entier, notamment en France. Je ne pense pas que ce film ait vraiment rassuré les Français quant aux intentions allemandes. Mais en même temps, il leur a suggéré que leurs voisins étaient en train de poursuivre la même politique qu'eux. En construisant une ligne fortifiée, les Allemands donnaient l'impression de mettre en place une politique défensive, en protégeant tout simplement leurs frontières. La veille de la guerre, deux grandes lignes de défense traversent le continent. Elles sont le fruit de doctrines militaires diamétralement opposées. Du côté français, la ligne Maginot. Avec ses 110 gros ouvrages situés au point stratégique, elle représente une ligne de défense fine mais extrêmement solide. Chaque région est dotée d'avant-postes placés à quelques kilomètres de la ligne principale. Les maisons fortes et les avant-postes qui sont sur les carrefours vont retarder l'adversaire. Mais surtout, ils vont donner l'alerte. Et c'est là qu'on va activer donc à effectif plein la ligne des casemates, les ouvrages, les tourelles, et c'est eux qui vont donc assurer la défense sur la ligne principale de résistance. Donc là, elle est vraiment très puissante. La stratégie est celle employée à Verdun. Les Français espèrent que l'ennemi se fatiguera à essayer de briser le béton armé. Ensuite, l'armée française attaquerait l'ennemi à bout de force pour obtenir la victoire. Restent les endroits de la ligne plus légèrement fortifiés, notamment les 620 km de la frontière belge. On avait prévu que les zones situées entre les régions fortifiées soient défendues par l'armée régulière qui sera envoyée sur place en cas de menace. Du côté allemand, les bunkers sont placés de manière continue le long de la frontière. La stratégie est celle de la défense en profondeur. La ligne Siegfried est en réalité composée de plusieurs lignes d'obstacles que l'ennemi doit franchir une à une. À commencer par la fameuse ligne anti-char appelée les dents de dragon. Quand un char reste coincé par les dents de dragon, il se soulève et découvre son châssis, qui est la partie d'un moins blindé. Il est alors facile de le détruire. Les Allemands disent eh bien, on va utiliser cette première position pour désorganiser. En réalité, on va se défendre sur la deuxième position, qui est quelques kilomètres plus en arrière. La ligne de dents de dragon n'est que le premier obstacle. Elle est suivie d'une ligne de mines, puis de barbelés, de tranchées, avant d'arriver aux bunkers dans lesquels sont postés les soldats. Derrière tout cela, vous avez une troisième position où sont mis en place l'artillerie, les réserves qui servent aux contre-attaques et qui éventuellement servent de dernière ligne d'ultime défense. La ligne Siegfried présente une particularité. Des lignes de défense anti-aérienne situées à 20 km derrière la ligne de défense principale. Le fait d'avoir intégré une défense antiaérienne dans un système de fortification est unique. La ligne Maginot n'a pas de défense antiaérienne dans son dispositif.
Des zones fortifiées mais extrêmement solides du côté français, contre un système continu de lignes en profondeur pour le côté allemand. Deux concepts de fortification, pensés et construits par des ingénieurs de talent, se font face à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Vont-elles résister à l'épreuve des combats ?